Donc, le Digital Services Act prévoit effectivement, dans son article 151, la possibilité d'adopter des mesures provisoires et correctives qui sont assez contraignantes à l'encontre des grandes plateformes qui, en cas d'infraction, est grave et persistante. Donc, en théorie, cela pourrait inclure des limitations d'accès aux services. Toutefois, je pense que plusieurs différences fondamentales doivent être soulignées entre le contexte brésilien et le contexte européen. Premièrement, le modèle européen repose sur une logique administrative et qui est centralisée autour de la Commission européenne et non sur une intervention directe des juridictions constitutionnelles, ce qui a été le cas au Brésil. Donc, contrairement à l'Union européenne, au Brésil, le STF a pu donc agir dans le cadre d'enquêtes judiciaires relatives à la protection de l'ordre démocratique, comme je mentionnais tout à l'heure, l'enquête des milices numériques qui était partie de l'enquête des fake news. Au contraire, le DSA, le Digital Services Act, prévoit des procédures assez longues, graduelles et fortement encadrées. Disons que le STF brésilien a pu être plus créatif et plus assertif. Donc, le droit européen impose des exigences qui sont assez strictes en termes de proportionnalité, de nécessité et aussi de subsidiarité. Donc, une suspension complète est possible, mais moi, je le considère comme une ultima ratio, c'est-à-dire en dernier recours. Il me semble assez difficile qu'il puisse intervenir dans des conditions analogues de la même façon. Donc, il faudrait avoir d'abord une injonction de conformité, des procédures d'audit, des sanctions financières, des obligations de mitigation de risques. Et seulement après tout ça, qui pourrait prendre littéralement des années, on pourrait avoir peut-être une suspension. En termes aussi de l'efficacité, de la rapidité de ces dynamiques, je ne suis pas sûr qu'on pourrait reproduire exactement le même type de modus operandi. Troisièmement, aussi la liberté d'expression trouve une protection, pas simplement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 11, mais aussi l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, cela rendrait juridiquement très délicate une mesure de blocage généralisé. On a eu, par exemple, des cas, le cas en Turquie du blocage de YouTube avec l'arrêt Yildirim de la Cour européenne des droits de l'homme, où cela était explicitement considéré comme quelque chose de pas proportionnel. Je dirais donc que si X refusait systématiquement d'exécuter des décisions judiciaires européennes, supprimer sa représentation légale en Union européenne et violer de manière répétée des obligations fondamentales du DSA, peut-être aussi insultant des autorités européennes, comme c'était le cas en 2024 pour le Brésil. Dans ces conditions très, très particulières, une restriction extrêmement sévère pourrait théoriquement être envisagée, mais il me semble que ce soit un éventail de conditions extrêmement rares à se réaliser, et donc d'un côté, et de l'autre côté, un éventail de conditions juridiques extrêmement contraignantes aussi pour l'action des autorités européennes. Très bien, merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci. Donc, je voulais déjà vous remercier de prendre le temps de cet échange. Moi, je vais revenir sur peut-être quand même cette suspension temporaire d'activité pour savoir quels sont les impacts que ça a eu ou les réactions qu'il y a pu y avoir, tant du côté de la plateforme X, même si on s'aperçoit que ça a quand même permis à la fin la mise en conformité, mais en tout cas, je ne sais pas si vous savez globalement quelles ont été les réactions chez eux, et de l'autre côté, de la part des utilisateurs. Parce que j'imagine que quand on suspend l'activité d'une plateforme telle que celle-ci, ça touche un nombre extrêmement élevé de personnes. Donc peut-être pour savoir comment ça a réagi. Et la deuxième question, pour mieux comprendre les différences, ou en tout cas aujourd'hui ce qui est vécu et ce qui a été vécu au Brésil, peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la campagne de lobbying que vous mentionniez autour de la fake news bill, et vous parliez effectivement des propos de Musk. Enfin, peut-être qu'on comprenne mieux aujourd'hui quel est
les risques que font peser cette plateforme et la nature du lobbying qui est en cours et des fake news qui sont diffusées aujourd'hui au Brésil ou qui étaient diffusées à l'époque par les plateformes. Oui, alors, comme je l'ai mentionné, l'impact immédiat a été une migration des usagers, principalement, je dirais, vers les bénéficiaires ont été d'un côté LinkedIn, qui a été le bénéficiaire de toute une portion d'usagers de X qui utilisaient le réseau pour des communications professionnelles, et de l'autre côté, le réseau Blue Sky, qui à ce moment-là était en plein essor, mais en toute franchise, je ne pense pas on peut parler d'une substitution de X, de Twitter, par Blue Sky. Ce qu'il faut souligner aussi, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est aussi que la centralité au Brésil, comme dans la plupart des pays du Sud global, des réseaux sociaux de l'entreprise Meta, c'est-à-dire principalement WhatsApp, Instagram et Facebook, mais je dirais principalement WhatsApp et Instagram en ce moment au Brésil, qui sont de facto subsidiés. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant en termes de souveraineté numérique, c'est ce qui aussi facilite cette communication, cette possibilité, ce potentiel de manipulation et cette faiblesse, cette manque de résilience cognitive et informationnelle de la population. Vous voyez, au Brésil, en dépit d'avoir été un des premiers pays au monde qui, par le biais du Marco Civil d'Internet en 2014, a consacré le principe de la neutralité du net dans son article 9. Dans les faits, les systèmes, les mécanismes qu'on appelle de zero rating, c'est-à-dire en subside d'applications très spécifiques, a été permis par notre autorité de la concurrence, le CADE. Qu'est-ce qui signifie cela? Signifie qu'au Brésil, les réseaux sociaux du groupe Meta, ils jouent un rôle de véritable infrastructure numérique privée essentielle pour le fonctionnement économique, démocratique et social. La population dépend totalement des réseaux, notamment WhatsApp et Instagram, pour la communication. L'économie dépend intégralement de WhatsApp pour la communication et de certaine manière aussi d'Instagram. La communication politique dépend de ça. Et vous voyez, moi je trouve toujours très intéressant tous les débats sur la régulation des plateformes et sur la modération des contenus, mais on oublie toujours un élément infrastructurel essentiel, c'est-à-dire c'est inutile de réguler la modération des contenus ou de promouvoir ce qu'on appelle le fact-checking, le contrôle de la véridicité des informations. C'est l'unique accès à des contenus de la plupart de la population au Brésil, comme dans la plupart des pays du Sud global, c'est le contenu qui est véhiculé par le biais des réseaux sociaux. Et simplement cliquer pour aller contrôler le titre de la fake news entraîne un coût économique. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que vous entendez comment ces mécanismes de zero rating, qui ont été prohibés en une grande partie limitée par l'arrêt Telenor de la Cour de justice de l'Union européenne en Europe, mais au Brésil, ils sont considérés comme compatibles avec un effet limite. C'est-à-dire la création d'un limite au volume des données qu'on a dans les plans prépayés d'accès à Internet, c'est le plan que la majorité de la population adopte au Brésil, 78% de la population, selon les statistiques. Donc, la plupart de la population